On est en... Allez, c'est parti. Eh bien, salut à tous. Merci de nous rejoindre sur les différentes pages Facebook de cet événement. On est ensemble pour une heure et demie ce soir pour encore une belle soirée à l'initiative des écologistes pour une région écologique et résiliente, Auvergne-Rhône-Alpes, dont la tête de liste est Fabienne Grébert. Salut Fabienne. Salut. Et puis Tu vas avec nous bien, Guillaume? ce soir, ça va très bien, je te remercie Fabienne. Et puis avec nous évidemment Camille Etienne qui a la gentillesse de nous accorder une petite heure avec nous, porte-parole d'On est prêt, membre de Pensée Sauvage et encore plein de choses. On va en discuter. Salut Camille. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors bien sûr, on va parler de ce que fait l'État ou de ce que ne fait pas l'État, surtout en matière de transition écologique et en matière d'ambition climatique. Et puis on va voir ce que la région peut faire comme pour prendre le relais face à l'inaction climatique de l'État. Emmanuel Macron avait promis de reprendre sans filtre les 149 mesures de la Convention citoyenne. Eh bien, manque de peau, c'est loupé. À peine 10% des propositions vont être reprises. On va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas Camille Etienne, quelques mots de Camille. Tout d'abord, Camille, comment on peut définir ton engagement? Parce que tu es partout sur le sujet. Tu es en grève avec plusieurs jeunes et plusieurs personnes devant l'Assemblée nationale. On va y venir, hein, une grève qui a fait longuement parler, qui n'a pas tout à fait plu au préfet de police l'allemand. On va bien sûr y venir. Mais d'abord, quelques mots sur ton engagement. D'où vient-il et comment ensuite il s'est transformé ces dernières années? Eh ben, il vient, c'est l'actualité parce il vient justement de là où j'ai grandi, qui est en Savoie, qui est dans un petit village qui s'appelle Pessanne-en-Croix, juste à côté des Arcs, la Plagne. Et donc en fait, le fait de grandir comme ça, forcément très proche de la nature et dans un environnement assez préservé, fait que quand on le quitte, quand on arrive du coup à Paris et que la nature est, qu'on le veuille ou non, absente de la ville, on ressent, on intellectualise peut-être des choses qui étaient plutôt ressenties avant. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'engager. En étant étudiante à Sciences Po à Paris, bah, je suis partie en Finlande en troisième année en Erasmus et puis j'ai appris les sciences dures. Donc, c'est comme ça que ça a un peu commencé. En revenant, c'est là où j'ai eu envie vraiment de porter ma voix et de mêler la justice sociale pour laquelle je me battais déjà à la justice climatique. Et donc, comment je me définirais? Bah, c'est ça, c'est en étant une activiste pour la justice sociale et climatique en même temps. Et ça marche fort. On va y venir. Fabienne, tu évalues cette action de Camille et tout son collectif, tous les jeunes qui participent ça. Heureusement qu'il y a ce mouvement-là pour faire bouger les choses, parce que sinon il ne se passerait pas grand-chose. En fait. Bah oui, je crois que le gouvernement a bien compris que sans Greta Thunberg, sans Camille Etienne, ces sujets seraient un peu étouffés et puis on reviendrait toujours à la même idée. Ah bah vous comprenez, on peut pas mettre à plat tel ou tel secteur, la publicité, 4 milliards et demi de publicité pour les automobiles, etc. C'est toujours le même prétexte. Et à un moment donné, la jeunesse nous rappelle que non, c'est pas un prétexte, y compris la question de l'emploi, y compris la question du chiffre d'affaires réalisé par tel ou tel secteur d'activité. C'est des jeunes qui nous réclament, c'est des jeunes qui nous réclament de faire autrement, et c'est eux qui vont être aux manettes dans les années qui viennent. Et là, il y a un vrai sujet parce que soit on en fait un lien de dissension entre la jeunesse et des générations comme la mienne, soit on se lie et on est solidaire entre ces générations futures et celles aujourd'hui qui sont aux manettes. Et moi, j'ai envie d'être solidaire de cette jeunesse. J'ai aussi des enfants. J'ai aussi une fille qui a fait Sciences Po comme Camille, qui m'accompagne aussi un petit peu dans cette campagne. Et on a besoin effectivement de préparer l'avenir. C'est le rôle d'un politique, de préparer l'avenir. Et beaucoup d'entre eux l'ont peut-être oublié. Et puis, on va évidemment en parler, hein. La région a de nombreuses compétences pour assurer cette transition écologique nécessaire, voire vitale pour les générations à venir. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, Camille, parce que il y a un an, donc Emmanuel Macron annonce cette convention citoyenne pour le climat. Il s'engage à reprendre sans filtre ses propositions. On voit que c'est un échec, mais est-ce qu'au fond, Emmanuel Macron veut détruire la Terre? Quelle est son ambition? Quel est son objectif caché? Est-ce que c'est les lobbying financiers qui sont trop forts pour aller plus loin dans les propositions? Qu'est-ce qui nous cache? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ce manque d'ambition d'Emmanuel Macron cache? Qu'est-ce que ça cache tout ça? Et j'aimerais bien avoir une réponse claire parce que ça nous permettrait d'être du coup encore plus pertinent dans notre lutte.
il y a une part d'ignorance qui est certaine dans ces décideurs que je peux avoir la chance, c'est le mot, mais de rencontrer. Il y en a qui sont juste vraiment pas au courant de l'urgence et c'est très grave. C'est qu'il y a un manque de formation des élites sur ces sujets-là. Ils écoutent très peu les scientifiques. On le voit même avec la vie quand on fait le parallèle avec le Covid et que les comités scientifiques ont été à un moment donné pas écoutés, alors que c'est quand même eux qui gèrent et qui ont la connaissance nécessaire sur comment est-ce qu'on gère une pandémie. Donc là, c'est un peu la même chose. Disons que sur la crise écologique, même si pour moi on ne devrait pas parler de crise, mais sur l'urgence écologique et de la biodiversité, il y a plein d'experts qui sonnent l'alarme depuis des années. Le gouvernement a même créé le Haut Conseil pour le climat, donc qui était on pourrait dire un groupe d'experts qui était censé juger. C'était un bon outil à la base, une bonne idée en tout cas. Ouais, c'était censé juger les climats. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il juge les politiques climatiques du gouvernement, et le gouvernement est incapable d'écouter. En gros, comme s'il s'était inscrit dans une école où il y avait un maître et qu'il l'avait choisi et il l'écoute même pas. Donc c'est très très bizarre comme position. Donc il y a une partie d'ignorance, à mon sens, une partie en fait, à chaque fois que je rencontre, je pourrais catégoriser en 3 catégories l'inaction des décideurs que je peux rencontrer. Donc il y a la première, c'est qu'ils ne sont pas au courant. Donc il y a un gros travail de vulgarisation à faire, de formation des élites, d'apprentissage de à quel point on est déjà on a déjà cassé 4 des 9 limites planétaires. Une autre qui est vraiment plus profonde et presque philosophique, mais c'est sur la croyance absolue dans la capacité de l'homme et de la technologie à sauver le monde. Et c'est vraiment une question d'humilité et d'ego. Et ça, je pense qu'il y a aussi une des raisons à faire. Disons qu'il y a un orage à Paris, c'est assez joli, presque. C'est rare de voir quand même que la nature est là quand même. On l'oublie. C'est en fait, quelque part aussi, à mon avis, le fait que nos politiques se ressemblent tous. Enfin, on a des mâles blancs de 60 ans, hétéros, et donc en fait, ils ont aussi une question de virilité qui est très présente. Et l'idée de dire qu'on va un peu redescendre notre ego et que la nature a peut-être fait des choses, notamment en agriculture, mieux que nous, et que nous, en voulant imposer, dominer, on a déséquilibré des écosystèmes, et que des fois, ce qu'il faudrait, c'est justement restaurer l'écosystème et laisser faire la nature. Ça les dérange beaucoup. Donc il y a cette croyance-là absolue que je passais 1h30 avec le ministre des Transports, et lui, il est lui, il est au courant de l'urgence, mais alors par contre, il est persuadé que l'avion vert, c'est pour demain, que ça y est, Airbus vont réussir à voler en 0 carbone. Enfin, non. Et la troisième, il y a en effet une question, et c'est pas être complotiste que dire qu'il y a des lobbies, c'est quelque chose qui est légal, et qui fait qu'en fait, ils défendent des intérêts. Et donc, il y a des gens qui réellement en ont rien à faire et qui sont très contents de garder leurs petits privilèges, parce que pour l'instant, eux, ça va pas les toucher. Aujourd'hui, le dérèglement climatique, ils font partie des privilégiés qui peuvent s'acheter des maisons en Nouvelle-Zélande, si jamais ça part vraiment live. Donc, quelque part, il y a vraiment une partie de la population qui n'en a rien à faire et qui va toujours protéger ses intérêts du monde de la finance, dont fait partie d'ailleurs Emmanuel Macron, puisqu'il est issu de ça, n'oublie pas. Et sur les lobbies au Parlement européen, c'est un chiffre que tout le monde peut consulter, 80% des lobbies répertoriés agissent pour des intérêts privés, alors que seulement 20% agissent pour l'intérêt collectif. Ce chiffre est absolument incroyable. Fabienne, pour rebondir sur ce que dit Camille, est-ce qu'on touche pas là aussi à un problème démocratique où le pouvoir, quel qu'il soit, n'a pas l'habitude d'écouter ceux qui savent? On voit un exemple contraire à Grenoble avec Éric Piolle qui a monté une démocratie sanitaire pour gérer la crise. Est-ce que là, on n'est pas aussi dans un problème démocratique où les pouvoirs n'ont plus l'habitude d'écouter et ont l'habitude de décider seuls dans leur bureau et ne répondent pas à l'urgence climatique? Bien évidemment, c'est la crise qu'on vit, c'est une crise écologique, bien évidemment, mais c'est aussi une crise démocratique, avec quelques personnes à la tête de l'État qui décident pour tout le monde, en petit comité, avec des lois, avec un état d'urgence qui permet de décider en dehors de tout débat démocratique. On le voit aussi à la région, hein. Tout est décidé par Laurent Wauquiez. On nous envoie des rapports le jour même des assemblées qu'on n'a pas eu le temps de regarder et qui ne font même pas l'objet d'un débat parce que c'est déjà décidé par le chef et que tout le monde est au garde à vous pour voter ce type de rapport. Et je crois qu'effectivement, et pour reprendre ce que disait Camille, on est dans un temps où nos politiques aussi ont peur. Ils ont peur, ils n'ont pas le courage politique de porter de nouveaux imaginaires, d'expliquer dans les programmes pédagogiques que l'homme n'est pas au sommet de la nature, mais qui fait partie des écosystèmes et qu'il a la même place qu'un arbre, qu'un cours d'eau, qu'une rivière, et qu'il doit composer avec tout ça. Et ça, c'est aussi un nouveau imaginaire
qui doit aussi nous permettre de repenser notre modèle de société. C'est ça dont on doit discuter. Et c'est ça qui était à l'œuvre dans la Convention citoyenne. C'était de se dire, on peut porter un nouveau modèle de société où la consommation effrénée n'est pas notre seul but dans la vie. Nous sommes autre chose que des consommateurs avec un pouvoir d'achat. Camille, on en vient à votre action collective à l'Assemblée nationale qu'on suit de loin, pardonnez-moi. D'où est partie l'idée de cette grève et comment a-t-elle évolué? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé de son idée jusqu'à son action en ce moment même, avec toute l'histoire avec le préfet allemand qui visiblement n'a pas vraiment apprécié, n'a pas vu d'un bon œil votre présence à l'Assemblée nationale? Bah, c'est très simple. En fait, ce qui s'est passé, on avait fait une grosse marche le 28 mars, et donc on s'était dit, ben on va pas. La loi arrivait le 29, si je dis pas de bêtises, à l'Assemblée, et donc du coup, une fois qu'on avait marché avec quelques amis, on s'est dit, ben on va pas laisser la loi être décidée comme ça dans un hémicycle poussiéreux, c'est quand même triste. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour peser là-dessus? En blague, j'ai dit à mes amis, ben venez, on n'a qu'à camper devant tous les jours devant l'Assemblée nationale. Donc ça a commencé comme ça, et puis une fois qu'on s'était engagé, ça a pris un peu, on est arrivé à 5, et puis tous les jours, il y avait de plus en plus de monde qui venait, qui nous voyait des réseaux, qui passaient dans la rue, il y a eu un peu de presse qui est venue, ce qui fait qu'il y a vraiment eu des gens qui ont couvert ça, et en fait on invitait les députés à venir discuter avec nous. Donc c'était pas forcément des gens engagés, pas forcément des activistes, mais des gens qui avaient envie de parler à leurs élus et de faire revivre un peu ce truc démocratique, quoi. Et c'était super beau, il y avait vraiment plein de très chouettes moments. Et en fait, on a réussi à un moment donné à inverser le rapport de force, c'est-à-dire que c'était pas que des alliés, je dis alliés dans le sens où c'était des députés qui avaient repris des amendements qui avaient été rédigés par des ONG ou par des experts pour relever l'ambition de cette loi climat et être au plus proche des mesures de la Convention citoyenne. Mais au contraire, on avait réussi à avoir par exemple Aurore Berger qui était vraiment pas très d'accord avec nous sur la publicité, ou plein d'autres sujets. On a eu le rapporteur général de la loi qui est venu aussi. Donc en fait, on a eu plein de gens de la République en marche, plein de gens qui étaient pas d'accord avec nous, lesquels on avait des vrais débats de fond sur les menus végétariens, sur les rénovations thermiques, sur tout ça. Et c'était vraiment super intéressant. Dans les faits, on savait très bien que ça allait pas non plus aboutir à des victoires incroyables, mais ça permettait aussi de refaire vivre un peu cette démocratie. Et c'était un moyen pour nous de dire que les citoyens peuvent encore peser aussi sur les décisions. Et si on s'y prend plus tôt, si on est plus nombreux, plus massifs, plus organisés, peut-être qu'on pourrait être ce réel contre-pouvoir. Là où ça a moins bien marché, c'est que on a été interdit, ça se passait très très bien. Tous les policiers sur place faisaient des très bons retours à leur supérieur. Et en fait, la préfecture de police nous a interdit la veille pour le lendemain de manifester. Donc du coup, on s'est dit comment est-ce qu'on va faire? Et en fait, on s'est dit, venez, on va faire quelque chose aussi absurde que leur décision. Et donc, vu qu'on n'a pas le droit de manifester, on a le droit de faire du sport. Donc, on va y aller en affaire de sport. Du coup, on s'est retrouvés à l'Assemblée nationale en jogging et avec nos tapis de gaz, c'était assez rigolo. Et on a commencé. Et en fait, du coup, vu que c'était absurde, ça avait vachement pris de l'ampleur et tout sur Twitter. Et il y avait plein de députés qui étaient là, alors on commençait à 14h, on arrivait à 14h03 et il y avait déjà plein de députés. Donc, on était en mode OK. Et là, les policiers sont arrivés. Et en gros, je leur disais, mais on n'a pas de pancarte, on n'est pas en train de crier de slogan ou quoi, c'est pas une manifestation, c'est juste des députés qui parlent à leurs représentants, oui, non, l'inverse, des représentés qui parlent à leurs représentants. Leurs citoyens. Voilà. Et donc, en fait, ça s'appelle la démocratie, vous pouvez pas censurer ça quand même. Et on s'est pris une amende de 135 €. Donc là, on est 13 à qui on va devoir, des jeunes vont devoir payer 135 €. Donc, merci. On vit déjà dans une situation de précarité. Moi, j'ai la chance que ce soit pas mon cas autant que d'autres, mais c'est pas génial, comme prix de la démocratie. Et donc, du coup, on a fait un premier référé liberté qu'on a perdu. Et après, on en a fait un deuxième parce que ils nous avaient autorisé. Et une demi-heure avant l'action, on a été re-interdit pour la semaine d'après. Bref, je vous la fais courte. On porte plainte devant le juge des référés. On gagne contre le préfet allemand et le ministère de l'Intérieur. Donc, du coup, donc c'était assez joli de voir, c'est assez drôle. Moi, me retrouver à 22 ans au tribunal de Paris à devoir plaider quelque chose parce qu'ils avaient envoyé personne. Donc, le juge m'a à un moment dit, posé une question. J'étais là, debout. Je sais même pas comment on disait, si on disait monsieur le juge ou monsieur ou quoi. C'était un peu incroyable. Et le fait qu'on gagne, en fait, on a pu revenir sur la place. Alors qu'avant, on faisait plein de stratagèmes pour aller de l'autre côté, pour faire des pique-niques, des tours en vélo. C'était assez improbable. Et c'était chouette. Et une fois qu'on a pu rediscuter,
On a eu des sénateurs aussi qui ont eu envie de nous voir et donc on s'est retrouvés à aller au Sénat et faire un footing entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour échauffer la navette parlementaire. Et donc là maintenant on attend beaucoup des sénateurs parce qu'on sait que c'est une instance qui est très peu investie normalement, qui est un peu déconnectée des citoyens et pour autant c'est entre leurs mains que revient vraiment l'ambition de cette loi. Donc on espère qu'ils vont être à la hauteur. Voilà, parce que pour bien expliquer, la loi climat est actuellement au Sénat et puis reviendra ensuite probablement au mois de septembre à l'Assemblée nationale. Camille, il y a une question là sur les réseaux sociaux. La vidéo que tu as réalisée, que vous avez réalisée avec On est prêt, Pensée sauvage, réveillons-nous, a atteint plus de 20 millions de vues. Quel est le poids de ces vidéos dans l'éveil collectif? Parce qu'il y a des gens aussi qui sont moins sensibles mais qui sont en demande aussi d'apprendre. Quelle est la puissance de ces campagnes-là en ligne, j'ai envie de dire? C'est complémentaire, c'est-à-dire que déjà le numérique ça a un impact, on sait sur l'environnement, donc c'est important de d'utiliser avec parcimonie, mais maintenant il faut aussi qu'on soit capable d'utiliser les règles du jeu en place pour le changer. Et donc on peut pas laisser à nos adversaires uniquement ce pouvoir énorme qui est de toucher des millions de gens en quelques secondes. Donc en fait, pour moi, c'est ça que ça permet, c'est que ça permet aussi d'être dans une communauté où on n'est pas forcément que enfermé avec des gens qui pensent comme nous, enfin dans le sens où nos amis, on va les rencontrer dans des cercles assez proches. Et donc là, en fait, ce qui est plutôt cool, c'est ça, c'est que on se retrouve à avoir une portée beaucoup plus grande avec des gens qui peuvent être très différents de nous. Et ça, c'est un gros pouvoir pour moi. En fait, c'est un outil qu'il faut savoir bien gérer parce que ça nous fait peur. En fait, ça nous fait peur. Ces réseaux sociaux, c'est terrifiant parce que c'est très puissant. Généralement, ce qui a la puissance fait peur. Donc, moi, j'essaye de faire en sorte de le maîtriser, pas que lui me maîtrise, mais je vois bien l'impact que ça peut avoir. Moi, jamais on m'aurait accordé autant de crédit. Jamais j'ai des PDG qui auraient fait de la place d'un coup comme ça, paf, dans mon agenda, au ministre qui me dit dites-moi quand vous voulez, mon cabinet trouvera un moment. Jamais de la vie, ils en auraient vraiment eu quelque chose à faire d'une jeune fille de 22 ans si derrière ils savaient pas qu'en fait il y a des milliers de gens qui me suivaient et qui étaient là, que j'étais un peu comme leur porte-parole, si on peut dire, quoi, un sort de haut-parleur simplement. Mais et donc pour moi ça me donne un pouvoir immense. Et pour répondre très très rapidement à la petite question, bien sûr. Et d'ailleurs on est en train on essaie de faire un financement participatif pour lancer des autres courts-métrages. Et là, c'est sur les conflits. Alors, c'est toujours sur l'urgence écologique, mais c'est sur les conflits entre les générations. Parce qu'il y a un vrai truc à vraiment, vraiment pour moi à traiter là aujourd'hui. Je sais que c'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui, mais c'est très important. Et en fait, dans la politique, il y a de ça aussi. Comment est-ce que, en tant que citoyen, on cohabite? Et donc, c'est vraiment super, super important de casser cette espèce de conflit générationnel qui s'est instauré, qui est juste une sorte de tabou et de pudeur et qui fait qu'on se parle plus, alors qu'on la fera pas à 10 la révolution et qu'on a vraiment besoin du soutien de tout le monde. Donc c'est vraiment très important qu'on sorte de ce truc de jeunesse engagée, révoltée, sacrifiée, vs des vieux donc on respecte plus et qu'on laisse mourir dans nos EHPAD et une génération au milieu de boomers qui comprend rien. Enfin, faut sortir de ces clichés-là et vraiment commencer à sérieusement avancer ensemble. Justement, pour répondre à cette urgence-là, et après on va rentrer dans le détail des mesures et de ce que peut faire la région aussi pour pallier l'inaction climatique de l'État. Fabienne, quel est le levier pour justement rétablir ce lien, parce que c'est du lien entre les générations, pour que on puisse tous aller dans le même sens? Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est sortir d'une espèce d'idéologie de la politique qui consisterait à dire tout doit passer par l'investissement et tout doit passer par le bitume, le béton, par les infrastructures parce que c'est ça qui va créer l'emploi. C'était un vieux dicton du XXe siècle qui disait quand le bâtiment va, tout va. Aujourd'hui, ça marche pas comme ça parce que le bâtiment, il travaille aussi, en tout cas pour les grandes infrastructures, avec beaucoup de salariés détachés. Et c'est pas ça aujourd'hui qui fait marcher l'économie. Ce qui fait marcher l'économie, c'est les petites entreprises. Alors, c'est pas que je réponds pas à ta question, Guillaume, mais ce que je veux te dire, c'est que aujourd'hui, on doit rétablir aussi dans les collectivités territoriales, dans l'administration, ce qu'on appelle des budgets de fonctionnement. Donc, des budgets qui vont être utilisés sur de l'éducation populaire, sur de la culture, sur de l'éducation, sur de l'économie sociale et solidaire. Et tout ça va nous permettre aussi de faire communiquer des jeunes, des moins jeunes, d'engager des politiques culturelles pour faire changer la représentation sur l'importance de la nature.
on a besoin de ce lien fondamental et de ne pas opposer les générations entre, je dirais, celles qui ont encore besoin de faire vivre leur portefeuille, parce que nous, pour revenir sur la question des boomers, nous sommes aussi, les écologistes, un parti, un mouvement qui est aussi porté par des gens qui ont aujourd'hui 50, 60, 65 ans, qui sont investis dans des associations. Et on voit aussi tout un mouvement, comme Camille l'incarne très très bien, de jeunes qui ont envie de s'associer. Et donc, c'est cette association aujourd'hui qu'on nourrit à travers des mouvements associatifs et qu'on doit encourager avec des budgets, avec des financements. Et c'est ce que on pourra faire quand on aura pris la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hugo Viel va venir nous rejoindre, l'acolyte de Camille Etienne, un des acolytes de Camille Etienne dans Salut Hugo. Salut. Salut Hugo. Je suis désolé du. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. On est ensemble jusqu'à 20h, 20h15 et pour voir quel est le rôle de la région pour pallier l'inaction face à cette urgence climatique du gouvernement et d'Emmanuel Macron, et donc que peut faire une région, et on va voir qu'elle peut en faire beaucoup de choses. Hugo, un mot rapidement de votre action. On en parlait il y a quelques instants avec Camille à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu as l'impression d'être entendu? Est-ce que tu as l'impression que les choses avancent? Je trouve que c'est une super bonne question. Moi, je dis toujours qu'en ce moment, en fait, depuis Youth for Climate, depuis les grèves pour le climat et Fridays for Future, depuis Greta, on s'est rendu compte que la jeunesse avait des choses à dire sur le sujet du climat, et on a commencé à être entendu. Et on est entendu, mais ça ne veut pas dire qu'on est écouté. C'est-à-dire, je ne compte pas le nombre de fois où on a fait venir des jeunes pour discuter du sujet climat, pour les faire intervenir en introduction d'une conférence ou entre deux grandes conférences où tu avais un chef d'entreprise d'un côté, un ministre de l'autre. Est-ce que c'est pas un peu du greenwashing oratoire, ça, par hasard? Il y a le mot youthwashing qui est employé beaucoup, et justement c'est de dire en fait les jeunes, parce que c'est tendance, parce qu'aujourd'hui on leur donne la parole sur le sujet du climat, et ça nous fait bien voir parce que les générations futures c'est important, blablabla. Mais en fait on nous entend, on applaudit, c'est bien, mais est-ce qu'on écoute vraiment ce qu'on a à dire derrière, et est-ce qu'on agit vraiment? Et la vérité c'est que non, sinon on aurait juste fini, on aurait dit faut écouter les scientifiques il y a 2 ans, et puis on nous aurait dit mais oui, vous avez raison, ça va être, et ça roulerait. Mais pour autant le dialogue est hyper important, et c'est pour ça, et je pense qu'avec Camille on est d'accord là-dessus, c'est que même si on nous écoute pas toujours, en fait on va continuer à parler, et on va continuer à prendre la parole parce qu'on nous la donne, et ce qu'on a à dire est tellement important qu'en fait, on ne va pas se priver d'aller le dire aux gens, d'aller le dire aux décideurs, et on va se battre pour être écouté. Et si on n'est pas écouté, et à ce moment-là, on va faire nous-mêmes. Et il y a beaucoup de personnes qui justement cherchent à s'emparer du pouvoir de décision, à s'emparer des instances, et à s'emparer de la parole pour qu'on les entende et pour qu'on soit obligé d'agir sur ce qui se fait. Et il y a beaucoup de modes d'action qui vont dans ce sens-là, justement. Camille, Hugo, au travers de tous les collectifs dont vous êtes membre, ou en tout cas qui viennent s'associer à la lutte dont on fait aussi partie avec Fabienne et moi-même, quand vous dites qu'il faut que les gouvernants, le gouvernement, les députés écoutent aussi les gens, le peuple aussi, on parlait de démocratie tout à l'heure, pourquoi est-ce que votre action ne se concentre pas aussi sur le pouvoir des régions, dans les municipalités, c'est-à-dire à des plus basses échelles, parce que là aussi, il y a des compétences pour résoudre cette urgence climatique. Est-ce qu'on peut faire tout en même temps? Est-ce qu'on peut aller faire du lobbying citoyen auprès des députés? Et est-ce qu'on peut aussi, nous, faire pression auprès des collectivités, et là, pour le coup, des collectivités plus territoriales? Avant peut-être de laisser répondre Hugo, qui va, je pense savoir ce qu'il va dire, il va beaucoup mieux parler que moi sur comment oui, moi je vais dire pourquoi non, pour introduire. Non, c'est important, on le sait, parce que quand on était devant l'Assemblée, d'ailleurs, il y a des députés à qui on finissait par demander mais comment est-ce qu'on peut plus vous embêter, en fait, comment est-ce que c'est où que ça marcherait le mieux. Et il y en a beaucoup qui nous disaient mais c'est localement, quand vous allez à nos dépendances, enfin à notre, comment, j'ai oublié le mot, c'est pas tout dépendance, permanence. À notre permanence, et là c'est là où vraiment en fait ça vous avez un impact, parce que on accepte plus facilement, et donc on a une pression locale. Il y en a plein qui nous disaient aussi mais
oui, bah alors là, vous êtes mignons, vous êtes des jeunes, ok, pour le climat parisien, super. Mais concrètement, moi, dans ma permanence, dans ma circonscription, il y a personne qui est venu me voir pour parler de climat, donc je sais que c'est pas réellement ce pourquoi les gens sur mon territoire m'aident. Donc bien sûr que c'est important. Pourquoi nous aussi, et en fait, pourquoi je me permets de dire ça, parce que c'est vraiment un truc plus large. Parce qu'on fait ce qu'on peut. Enfin, et en fait, c'est pas du tout contre toi Guillaume, hein, mais c'est contre en fait un réflexe un peu qu'on a où il y a plein de gens qui font absolument rien et qui prennent beaucoup de plaisir à montrer pourquoi on parle pas de la Chine, pourquoi on parle pas de tel truc, pourquoi. Mais parce qu'en fait aussi à un moment donné, on n'a que 22 ans, donc ok, on fait tout ce qu'on peut pour bouger des choses, mais il faut arrêter de faire peser sur la jeunesse l'intégralité des solutions pour un monde viable. On a vraiment besoin que les gens en place qui ont beaucoup plus de pouvoir, d'argent, d'expérience que nous, bah, le fassent, quoi. Donc, qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est simplement aussi les secouer. Donc, on tâtonne, mais à côté, on en étude, on apprend encore comment ça se passe sur le terrain. Donc, on a besoin que ces gens-là arrêtent de simplement regarder la jeunesse comme un truc qui va faire la révolution tout seul et se mettent à la faire à nos côtés. Après, la vraie réponse, je pense, c'est aussi de dire que moi, à titre personnel, je fais pas beaucoup localement, simplement parce que c'est pas une échelle qui m'intéresse énormément aujourd'hui. J'essaie de peser comme je peux en soutenant des initiatives qui existent, mais je suis pas à l'initiative de choses plus locales. Il y a plein de gens qui font ça très bien. Et Hugo, je pense que tu peux parler de tout ce qui a été fait pour la loi climat aussi au niveau local et comment rejoindre tout ça. Et puis, en tant que, et là, je prends ma casquette de maire adjoint sur une liste citoyenne et écologiste, c'est que on a un pouvoir local et il faut l'utiliser et on est nombreux à l'utiliser. Et puis aussi, on a effectivement la possibilité de nous faire pression aussi avec vous, avec différents collectifs sur le gouvernement. Et moi, c'est pas parce que je suis maire adjoint que je vais désormais me taire ou renier mon engagement pour résoudre cette urgence climatique. Et je pense qu'il est de notre responsabilité à nous, nouveaux élus. Moi, j'étais pas élu encore il y a 8 mois pour peser aussi et appuyer vos actions au niveau national. Hugo, est-ce que je suis dans le juste ou je me trompe? Je pense que sur les territoires, en fait, justement, c'est rigolo parce que toi, Guillaume, tu dis que tu n'étais pas élu il y a 8 mois. Et il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui sont intéressés à la question des municipales, justement. Et si on parle des collectivités territoriales, c'est un échelon, je parle d'abord des mairies, des communes, c'est un échelon qui, en fait, est dans la vie de tous les jours des gens. Et quand on a commencé à aborder les municipales, j'ai plein de potes qui sont dans des assos, qui sont engagés avec nous, qui s'interrogeaient de savoir s'ils devaient aller sur une liste ou pas, s'ils devaient s'engager à cette échelle-là et avoir un mandat et s'engager dans la vie locale et justement peut-être faire du plus concret que juste faire du plaidoyer et faire de la mobilisation. Et là-dessus, en fait, c'est une passe pareil. À chaque élection, maintenant, en fait, j'ai des discussions avec des amis qui me disent bah, je ne sais pas, est-ce que je dois m'engager là-dessus? Est-ce que la politique est le meilleur endroit pour s'engager? Et en fait, je trouve que c'est assez intéressant. Et je ne sais pas si c'est spécifique aussi aux gens qui sont dans le mouvement climat avec nous et qui militent avec nous. Mais il y a beaucoup de questions là-dessus sur les échelles locales qui intéressent souvent plus que, par exemple, quand on parlait des législatives ou des mandats plus nationaux et plus larges. Ensuite, sur la question de pourquoi peut-être on ne s'intéresse pas assez aux échelles territoriales, aussi parce que c'est très méconnu, tout simplement. On ne sait pas, par exemple, là, c'est les élections régionales. Je suis pas sûr que si on interroge la population française, je suis pas sûr que les gens sachent c'est quoi les prérogatives de la région et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est élu à la région pour faire avancer les choses et qu'est-ce que ça change dans le quotidien des gens. Les départementales encore moins, j'ai l'impression. Et pourtant, ça a de l'impact partout. Mais je rejoins Camille quand tu as dit bah, nous, on ne peut pas aussi être partout. Et moi, par exemple, sur les municipales, on m'a proposé de m'engager sur les listes, mais je me disais, mais en fait, je ne peux pas être sur la liste et en même temps aller partout, à droite, à gauche. Moi, je me sentais pas capable de faire ça et je me sentais pas assez connaisseur aussi là-dessus. Et en fait, je suis à l'aise dans ce que je fais aujourd'hui et parce que c'est aussi faire confiance aux gens qui sont à leur position. Nous, on est dans notre position, on essaye de bien le faire. Et en fait, il y a plein de gens géniaux partout. Et c'est juste faire confiance à ces personnes-là pour aller ensemble. En fait, on est dans le même train. Et puis,
que chacun joue son rôle à l'échelle qu'il veut. Et moi, je me suis posé la question aussi, on parle de l'échelle plus locale, mais aussi l'échelle internationale. Moi, je pensais que il y a quelques années, je pensais que c'était l'ONU qui allait tout régler. Et de plus en plus, je me rends compte que pas du tout, en fait. Et c'est pour ça que je suis redescendu à l'échelle nationale et peut-être que dans 2-3 ans, je serai à l'échelle municipale ou autre. Donc voilà, c'est aussi une question de où est-ce qu'on se sent le mieux et où est-ce qu'on est le plus aligné. Tout à l'heure, on parlait de la création de liens, hein, de faire ce lien entre la jeune génération, la moyenne génération et la plus ancienne génération pour aller tous dans le même sens et répondre à cette urgence climatique. Il y a aussi ce lien, Fabienne, à faire à l'échelle territoriale, municipale, départementale et régionale entre les gens qui s'engagent et ceux qui pratiquent la politique. Et pourquoi pas prendre ces gens qui s'engagent pour intégrer aussi le monde politique, puisque le monde politique est bien trop monopolisé par des hommes blancs de 60, 70 ans, hétéros et souvent chauves. Bon, je suis déjà chaud. Bon, tu le sais très bien, Guillaume, hein, on a vécu l'aventure annécienne ensemble. Je t'ai poussé un peu pour y aller, et puis là, tu es sur la liste aussi des régionales. Donc voilà, j'ai pas tout à fait fauté. Tu es maire adjoint à la jeunesse à Annecy. Et on était, en fait, ce mouvement qu'on avait créé à Annecy, avec Réveillons Annecy, c'était beaucoup de jeunes. Il y avait une dynamique extraordinaire dans cette campagne. Il y avait des gens qui étaient là pour des projets locaux, parce qu'on avait un espèce de tunnel, pour résumer la situation, le tunnel sous Semnoz, Camille, elle connaît probablement, et on allait déverser 36 000 véhicules jour sur les bords du lac. Et là, même la jeunesse s'est mobilisée sur des sujets comme ça. Donc, j'ai envie de dire, on a besoin de vous qui faites du plaidoyer, Camille, Hugo, etc. On a besoin de jeunes qui participent sur les listes, parce que de toute façon, à un moment donné, il faut être aux responsabilités pour envoyer une lettre au président du conseil départemental pour lui dire « Monsieur le Président, nous ne voulons plus de votre tunnel et nous ne voulons plus de vos financements pour ça. » Et puis, on a aussi besoin d'associations, d'acteurs culturels pour faire rêver, pour imaginer, pour créer des nouveaux imaginaires et pour raconter un nouveau récit. Donc ça, c'est important d'avoir ce côté militant et d'avoir ce côté aussi d'engagement politique, de prendre des responsabilités. Donc, les choses sont complémentaires. Alors, sur la région, là, c'est la même chose. Pour ma part, je voudrais qu'on finance aussi le côté militant des associations. Il n'y a pas de raison qu'on donne des conventions, qu'on fasse des conventions de pluriannuelles d'objectifs, hein, c'est un peu le mot barbare pour dire qu'on va travailler avec les associations, sans payer les actions en justice. Aujourd'hui, ça a été complètement supprimé. Mais à un moment donné, l'argent, il vient pas, il faut payer des avocats, etc. Il faut avoir des gens qui, à un moment donné, sur leur territoire, prennent conscience que tel ou tel équipement ne peut pas coller, telle retenue collinaire ne va pas du tout avec la nécessité de préserver nos ressources en eau. Et il faut qu'on soit capable de payer des contentieux. Alors, je dis pas qu'on va tout payer, mais je dis qu'à un moment donné, on doit choisir des combats qui, si on n'arrive pas dans une médiation entre un président ou une présidente de région et un élu local à arrêter, il faut qu'on puisse pousser jusqu'au contentieux et qu'on donne les moyens à des associations de le porter, ces contentieux. Et ça me semble aussi une autre relation qu'on doit entretenir. Et ça permet aussi de travailler aussi en collaboration avec la jeunesse, avec des gens comme Extinction Rebellion, avec Greenpeace, avec des mouvements comme les vôtres. Et on est complémentaires, on n'est pas opposés. Et on va travailler ensemble pour agir au plus près d'une ZAD, au plus près on a, nous, à la région, arrêté, contribué, en tout cas, pas tout seul, mais contribué à arrêter le Center Park de Roibon, cette espèce de grosse bulle, là, au milieu de la forêt des Champs-Barans. On allait verser des millions d'euros à Pierre et Vacances pour construire un truc inepte comme ça. Ça aurait été bien qu'on arrête de financer ça, effectivement, et qu'on finance le contentieux. Alors, Camille, Hugo, ça vous parle, cette question de financement qui peut être finalement aussi une aide et un lien entre ces organisations, ces ONG, associations, etc., et puis l'institution politique? Hugo, vas-y, je crois que tu avais une réponse. Ouais, non, je disais juste, nous, justement, on s'est pris une amende quand on a manifesté le Rassemblement national, donc si vous voulez nous aider, on est preneur. Non, mais c'est vrai qu'il y a… Là, on parle du lien entre quand on a le pouvoir, hein,
et les moyens, qu'est-ce qu'on en fait et où est-ce qu'on décide et à quoi on décide de faire servir cette responsabilité qu'on a et cette capacité qu'on a à faire aller le vent dans un sens ou de l'autre, quoi. Et du coup, Ouais, moi, ça, je trouve ça. Oui. non mais non, je voulais réagir à ce que tu dis parce qu'effectivement, je pense qu'on est le lien, la problématique générationnelle avec les élus, mais je suis même pas sûre que ce soit générationnel. Je pense que c'est plutôt lié à la relation qu'on a au pouvoir. On commence à se dire, ah bah tiens, il faut qu'on concerte. Ah bah tiens, il y a des jeunes, là, on va les causer avec eux. Mais on l'a vécu, nous, avec Guillaume Annecy. Il y avait eu une grande concertation qui avait été engagée avec nos prédécesseurs. Puis, paf, les gens disent, on veut pas du tunnel sous Semnoz. Bah c'est pas grave, on continue quand même, on le fait quand même, il n'y a pas de souci. Ça sert à, voilà, on peut écouter les gens, mais à un moment donné, il faut co-construire la décision. Et ça, personne n'est formé dans les politiques à cette question de la co-construction de la décision, à l'intelligence collective et au fait de dire on va prendre des décisions par consentement pour construire la solution qu'on veut ensemble. Et c'est ça l'apprentissage qu'on doit faire, mais ça nécessite de sortir les élus de leur piédestal et d'accepter de descendre dans l'arène avec des citoyens, avec des jeunes et de participer, de la faire ensemble, cette décision politique. C'est à ça que servent les conventions citoyennes et c'est à ça qu'on doit travailler avec la région. Camille, une dernière question pour toi avant de te libérer. On voit qu'il y a une sorte de mépris du gouvernement dans cette loi climat qui est vraiment au rabais et qui est même pas le minimum de ce qu'on pourrait attendre vu l'urgence climatique et sociale. Quel est le levier finalement pour mobiliser encore plus? Alors, on a parlé de la campagne sur les réseaux sociaux. Il y a aussi peut-être un enjeu médiatique où les médias ne vont pas aussi dans le sens du changement et d'une réparation de cette crise et de solutions pour faire face à cette urgence. Quels sont les leviers à créer pour mobiliser encore plus et pas aussi rester entre soi et qu'on élargisse un peu notre champ des sensibilisations sur le sujet? Donc, ta question, c'est pour savoir comment embarquer plus de monde dans cette transition. Moi, je pense en effet que c'est absolument nécessaire et que c'est peut-être notre erreur à beaucoup de militants. Une des causes principales de notre échec, si on peut dire échec, c'est pas un mot que j'aime parce que c'est pas noir ou blanc, c'est pas paf, on y arrive, on sauve le monde, non des eaux, on meurt tous. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais dans les faits, je pense qu'en fait, mais c'est totalement normal, c'est-à-dire que on prend conscience en plus où on avance de la complexité du problème, on prend de plus en plus conscience de la complémentarité des luttes et de à quel point en fait et même de à quel point quand on creuse on dit ah mince ok en fait justice sociale et climatique il y a quand même des trucs où féminisme aussi ok et en fait on monte et on se dit mais merde en fait à un moment donné tout est hyper connecté, c'est clairement une nouvelle société qu'il faut qu'on fasse advenir et un système de domination qu'il faut qu'on abolisse quoi. Et donc ça c'est grand et du coup le risque là-dedans c'est d'être de plus en plus pointu et donc du coup d'oublier parfois d'où on vient, d'oublier que notre niveau de connaissance vient du fait qu'on a eu un espace mental disponible pour le faire, que d'autres ont peut-être mais des étudiants qui ont dû faire 3 jobs à côté pour pouvoir payer leurs études, donc non, ils n'ont pas eu le temps de lire des résumés du GIEC ou de regarder autant de vidéos que j'ai pu faire sur le climat et d'avoir cette prise de conscience aussi vite. Des gens, enfin pas autant d'espace mental ni de temps. Et donc en fait ils sont pas encore au même niveau que nous du courant, donc en fait c'est avoir à mon sens et c'est vraiment sincèrement le conseil que j'ai le plus envie de donner aujourd'hui parce que on peut décourager beaucoup de gens quand on est de plus en plus conscient du problème. On peut très vite décourager beaucoup de gens à avoir une sorte de condescendance malgré nous du militantisme et de en fait dire voilà moi j'ai compris comment faut faire, c'est forcément des trucs c'est comme ça, et puis celui qui est que au zéro déchet ou qui est que en train de devenir végétarien ou qui est que en train de trier, il a rien compris et vraiment, c'est un suppositoire du capitalisme. Je vous dis ça un peu cliché, mais parce que c'est des vrais comportements qui existent et ça décourage énormément de gens. Et donc, à mon sens, ce qu'il faut vraiment qu'on fasse pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous suivent, c'est qu'on pense écosystème.
on est en train de détruire un écosystème. Donc, il faut que nous aussi, on soit un écosystème. S'il y avait 10 actions pour sauver le monde, elles auraient déjà prises. Ou alors, l'humanité est vraiment très, très bête. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et que donc, il faut des gens qui, concrètement, sur le terrain, vont faire des aides pour qu'il n'y ait pas des produits polluants des projets polluants qui se mettent en place à l'endroit ou de la nature. C'est fondamental. Il faut des gens qui font la désobéissance civile. Il y a 1500 scientifiques qui ont appelé à ça dans une tribune au Monde en 2019. Il faut des gens qui s'engagent en politique dans les listes aujourd'hui avec tous les problèmes que pose cette 5e République, qui jouent avec les règles du jeu tout en étant absolument intransigeants dans leurs idées pour commencer à bousculer et à mettre en place de nouvelles règles. Il faut des artistes qui continuent de nous faire rêver à créer du lien. Il faut de l'art, il faut la culture. Ça, c'est fondamental aussi. Il faut des agriculteurs qui mettent les mains dans la terre et qui mettent en place concrètement cette transition qui arrive à nous nourrir différemment. Donc en fait, tout le monde est absolument nécessaire à partir du moment où on est radical dans notre idée, dans notre compréhension, dans le sens radical, dans le sens où on va à la racine du problème, mais il faut qu'on soit capable, le mot bienveillance, je sais pas si je l'aime beaucoup, parce que il peut nous donner envie presque d'être un peu mou et d'être un peu endormi. Il faut, être vraiment intransigeant dans ses idées. Il y a un niveau d'urgence et de rapidité qu'il faut qu'on atteigne, mais il faut qu'on le fasse dans l'amour, en fait, aussi, à un moment donné, et pas uniquement dans la haine, même si c'est normal, parce que ça nous terrorise, on est tous extrêmement terrorisés par ce qui se passe. Il y a des angoisses, on a même inventé un nom de maladie qui s'appelle la solastalgie. Donc c'est normal, mais c'est normal d'en vouloir et d'être un peu énervé et d'en vouloir à ceux qui vont pas aussi vite que nous, mais de se rappeler d'où on vient, d'où on part, et d'embarquer avec nous le plus de monde possible. Et pour ça, il faut des fois oser repartir dès le début, prendre les gens par la main, le faire avec amour et ça devrait aller. Enfin, on verra. C'est vrai que ce côté positif pour répondre à cette urgence climatique est peut-être aussi une des clés pour embarquer le plus de monde possible. Hugo Viel, je vais te garder encore un petit peu et Camille Etienne, je vais te libérer. Merci beaucoup Camille. La suite des événements en quelques mots à l'Assemblée nationale pour les prochains jours, c'est quoi? Là, on va vous donner rendez-vous peut-être le 4 mai, on n'en dit pas plus. Ça marche. Un grand merci Camille et à très bientôt. À bientôt. Super. Merci Camille. Merci. Hugo, merci beaucoup du temps que tu nous accordes encore un petit peu. Fabienne, on parlait à l'instant de la destruction de l'écosystème. Peut-être que tu peux évoquer à tous ceux qui nous regardent et à Hugo le joli bilan de Laurent Wauquiez en matière de destruction de l'écosystème en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on va voir avec Hugo qu'on a beaucoup de choses à faire ici dans la région Rhône-Alpes-Auvergne pour réparer et proposer ensuite pour aller plus loin. Là, sur la destruction du système, en fait, on est dans des logiques, effectivement, avec Laurent Wauquiez, où on casse et puis après, on répare. C'est un peu l'homme providentiel qui vous met la tête sous l'eau et puis après, juste au moment où vous allez vous noyer, il vous sort de l'eau. C'est ça le système. Alors, quelques exemples. Il a commencé son mandat en voulant absolument faire une nouvelle autoroute entre Saint-Étienne et Lyon. On a les mêmes élus avec Guillaume en Haute-Savoie où on construit 2 autoroutes pour aller à Genève. Là, il fallait une 3e autoroute pour faire Saint-Étienne-Lyon. Ça n'a pas marché. Alors, il a reporté l'argent public sur d'autres routes et sur la RN 88, un projet à 260 millions d'euros qui va relier pour 10 km. Ça fait cher le kilomètre. Alors, on est toujours dans cette idéologie de la vitesse, de la destruction des espaces naturels, de la destruction des espaces agricoles. Et puis après, on va nous créer une petite réserve naturelle régionale, histoire de dire qu'on aime bien l'environnement. Donc ça, c'est un premier point. Les routes. Or, aujourd'hui, il n'y a jamais une route qui n'a pas créé du trafic en plus, qui n'a pas créé de la pollution de l'air en plus. Donc, c'est ça la logique de Laurent Wauquiez. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a des associations qui heureusement font un gros boulot. C'est le cas aujourd'hui des élus, comme Myriam Denis, ma collègue conseillère régionale qui porte des recours avec les associations pour que ce projet soit annulé. Laurent Wauquiez aussi, c'est l'homme qui a décidé qu'il allait faire mourir certains petits territoires, comme le parc naturel régional des Sources et Gorges du Haut-Allier, qui devait être un projet de valorisation du patrimoine naturel et culturel dans la Haute-Loire. Et puis finalement, il a laissé tomber au dernier moment, il manquait plus que la signature de la ministre. Il faut bien comprendre que ce sont des parcs, les parcs naturels régionaux, c'est des endroits où des collectivités, des communes, des petits territoires ruraux se rassemblent
pour faire du développement économique, mais pour l'économie locale, pour l'emploi local et dans un souci de protection de l'environnement. Ben ça, Laurent Wauquiez a décidé d'arrêter toute création de parc naturel régional. Puis un autre exemple aussi très emblématique, c'est ce qu'il a fait sur la montagne. 48 millions d'euros dépensés sur des canons à neige avec des retenues collinaires, etc. Donc on entretient un modèle du tout ski dont on sait d'ores et déjà qu'il est obsolète. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on continue à endetter les communes avec des équipements qui vont plomber les finances publiques pendant des années, alors qu'on sait pertinemment que 80% des stations de ski vont disparaître d'ici les années, d'ici 2050. Donc, il est urgent d'imaginer une transition, d'imaginer qu'on n'est pas obligé de se concentrer sur 2% des territoires de montagne, mais qu'on peut aller visiter des petits villages, découvrir un sentier de randonnée ailleurs, découvrir des nouvelles activités qui ne sont pas forcément du ski. Cet hiver, malheureusement, toute chose malheur est bon, nous a permis de voir que les gens aspiraient à se balader en montagne, à découvrir des espaces naturels, sans pour autant être sur des remontées mécaniques, à faire des queues et à vivre finalement comme on a l'habitude de vivre toute l'année. Voilà, 3 exemples, la neige, les routes, des logiques de réparation. Puis peut-être une dernière chose aussi, c'est sabrer l'agriculture biologique. On a baissé les aides, on a limité la conversion des agriculteurs au bio, et ça, c'est aussi une des conséquences de la politique de Laurent Wauquiez, qui va plus durer longtemps, puisque nous serons bientôt au règne de la région pour développer d'autres projets qui permettent de développer le vélo, l'agriculture bio et les pratiques d'agroécologique, et puis surtout transformer les stations de ski de moyenne montagne en stations de montagne qui vivent toute l'année. La prise de conscience de l'urgence climatique a peut-être été accélérée par cette crise sanitaire. Hugo, est-ce que je dis vrai? Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi à l'intérieur de vos différentes organisations? Et puis surtout, quel espoir il y a de voir basculer des départements, des régions aussi, avec de nouvelles listes citoyennes, écologistes, qui iront ensemble dans le même sens pour répondre à cette urgence climatique? En fait, j'ai l'impression que là, on est un peu on est arrivé à un chemin, on est sur un chemin et puis on arrive à on a un rond-point et puis il faut prendre une sortie, il faut aller dans un sens ou dans l'autre. Et j'ai l'impression que à ce croisement, à cette intersection des chemins, il y a une bataille qui joue et cette bataille, elle peut se traduire par des élections. Et en fait, on a des batailles qui concernent, là, on parlait des écosystèmes naturels avec les parcs et ce qu'on fait de la nature. Il y a des batailles sur la culture. Il y a des batailles sur les mesures de justice sociale. Et en fait, il y a plein de combats qui se jouent. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut identifier des camps différents que sont le camp des identitaires, le camp des conservateurs et le camp néolibéral qui est incarné par le président de la République. Et puis après, derrière, un camp écolo-social qui justement aspire à ne plus rester dans ce modèle de société dans lequel on est aujourd'hui, mais à changer pour aller justement répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Et moi, ce qui m'interpelle en fait, c'est comment dans les questionnements qui se posent dans les débats à chaque échéance électorale, en fait, comment on arrive à chaque fois à dégager des sujets importants pour aller sur des sujets qui sont complètement, qui sont juste des polémiques inutiles. Et moi, c'est un truc qui me désespère profondément parce qu'en fait, au lieu de parler justement de l'extinction de la biodiversité, au lieu de parler des inégalités qui augmentent, au lieu de parler de la crise climatique, au lieu de parler de tous ces sujets-là qui font que la vie des gens change complètement et dans le sens négatif, et en fait, on est à avoir des polémiques sur des sujets complètement ridicules qui n'intéressent personne, sauf parfois, trop souvent, les médias et les éditorialistes qui sont sur les chaînes de télé d'infos en continu.
Et moi, ça ça me rend triste et ça me fait peur de me dire qu'en fait, les discussions sur l'avenir en société qu'on a envie de construire tous ensemble, eh ben, on puisse pas les avoir. Parce que si c'est pas pendant une période électorale, à quel moment c'est qu'on a ces discussions tous ensemble sur la société dans laquelle on a envie de vivre. Mais en même temps, j'arrive à trouver parfois dans ce brouhaha des petites éclaircies et des petites lumières qui me disent qu'en fait, les sujets qui, moi, me tiennent à cœur sont traités et qu'il y a des personnes qui, en fait, arrivent à transformer en engagement. Et je trouve ça courageux aussi de la part de ces personnes de transformer un militantisme en engagement politique. Moi, quand j'étais plus jeune, dès qu'on me parlait de politique, c'était un truc horrible où il fallait pas y aller parce que c'était du tous pourri, parce que la politique en fait n'avait plus de sens et c'était vraiment la politique avec un petit p qui était très loin de la politique de la noble politique avec un grand P qui est la vie de la cité et comment on agit tous ensemble dans la société. Et en fait, j'ai l'impression que en réabordant les sujets de fond, en réabordant les sujets importants, eh ben, on peut revenir à cette politique du grand P. Et heureusement qu'il y a des personnes qui le portent. Et moi, j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui étaient sur des listes au municipal, qui justement avaient envie de réimpulser ça, réinsuffler ce débat démocratique, ce vrai débat démocratique autour d'eux et dans leur ville, dans leur entourage et faire société, reconstruire la société avec les gens autour et redonner du sens à ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça qu'on arrive à retrouver aujourd'hui, ou en tout cas, c'est ce que moi j'entends quand on vient me parler de sujets de fond, c'est-à-dire comment on arrive de détruire les écosystèmes, comment on arrive à avoir une politique sociale qui va aider les étudiants non pas à subir leur scolarité, mais plutôt à en profiter pour en faire ce qu'ils veulent. Parce que moi, ça, c'est un sujet qui me touche beaucoup en ce moment, notamment parce qu'avec la crise du Covid, les étudiants, ils en bavent. Et moi, je suis un mec ultra Les jeunes en privilégié. général, pardonne-moi Hugo, les jeunes aussi Ouais. qui travaillent, qui sont en apprentissage, les jeunes avec un grand J, hein, les étudiants pour être au cœur de cette crise en tant qu'adjoint à la jeunesse à Annecy. Effectivement, il y a les étudiants, mais il y a aussi les jeunes. Et c'est vraiment, je crois que c'est cette génération-là en ce moment qui subit de plein fouet les effets de cette crise sanitaire. Hein. Complètement. Et moi, c'est ce que je disais, je suis quelqu'un d'hyper privilégié, j'ai de la chance d'être dans la situation dans laquelle je suis parce que j'en ai pas trop souffert. Mais il y a plein de personnes qui en ont bavé. En fait, on a l'impression aujourd'hui qu'ils sont, comme tout à l'heure, moi je disais qu'on arrive à être entendus, mais pas encore écoutés, où là, ces personnes-là, pour le coup, ne sont pas du tout entendues. Et ça fait du bien aussi quand on arrive à en parler et à mettre ce sujet-là sur le devant de la scène. Et peut-être que c'est une question que je peux poser à Fabienne. Si comment vous, justement, vous voyez le travail possible et les solutions que vous pouvez apporter dans cette crise sanitaire qui a touché très durement les jeunes et qu'est-ce que vous allez apporter si jamais vous êtes à la tête de la région pour accompagner aussi bien les étudiants que les jeunes avec un grand J, comme disait Guillaume tout à l'heure, aussi bien côté emploi que sur d'autres sujets. Ouais, juste pour rebondir sur ta question, parce que ce que tu disais aussi sur des fois le sentiment de découragement avec les élus, on le vit aussi des fois avec Guillaume à Annecy. Hein. C'est pas simple d'être élu, parce que on est dans un arbitrage, dans des couches politiques qui font que, par exemple, nous à Annecy, on est en terre de mission, parce qu'on est entouré de maires de droite qui pensent pas comme nous. Et néanmoins, il faut qu'on fasse ce message, cette pédagogie, qu'on fasse passer ces sujets-là. Alors, par moments, ça donne le sentiment que les choses avancent pas assez vite. Mais mine de rien, ça avance. Mine de rien, on fait bouger les choses. Et il faut bien qu'on se rende compte aussi de l'échelle de temps. On a mis 200 ans à flinguer la planète, à peu près depuis grosso modo la révolution industrielle. Et puis là, ça fait 20 ans, grosso modo, qu'on prend conscience que ça commence à aller mal. Et grosso modo, ça fait 5-6 ans là qu'on se dit ah mince, là vraiment, il faut qu'on s'y mette. Donc, il y a aussi cette nécessité de considérer le temps long et l'urgence en même temps. L'idée que ce qu'on fait ne va pas avoir des effets immédiats, mais qu'en même temps, il y a urgence à le faire. Alors, pour répondre à ta question sur la jeunesse, effectivement, on doit prendre en compte ces sujets-là. Et
Aujourd'hui, c'est pas qu'une question d'urgence. C'est effectivement une question d'urgence pour donner un revenu d'autonomie dès maintenant, parce que c'est une anomalie qu'en France, les jeunes n'aient pas de revenus de minima sociaux entre 18 et 25 ans, par exemple. Bon, ben ça, si personne ne le fait, on va s'en charger en Auvergne-Rhône-Alpes et on va expérimenter un revenu d'autonomie. On va travailler sur la précarité menstruelle parce qu'on a des lycées et comme Guillaume l'a fait déjà à Annecy, ben on va installer des distributeurs dans les lycées, dans les universités sur ces sujets-là. Bien évidemment, on doit travailler avec des territoires parce que les problèmes des jeunes, c'est effectivement avoir une formation professionnelle et ne pas être en échec, avoir de la mobilité, parce que quand on habite dans un territoire rural ou périurbain, on n'a pas forcément de voiture, on n'a pas les moyens forcément de s'en payer, et en même temps, il faut se déplacer pour trouver un emploi. Donc là, on a un vrai travail à mener. Et puis, il y a aussi des questions de santé. Et aujourd'hui, ces sujets-là de santé ont complètement été abandonnés par la région. Donc là, il y a un enjeu de lutte contre les addictions, par exemple. Et il y a aussi un enjeu et puis de prévention qu'on doit faire, de santé alimentaire aussi, lutter contre l'obésité. On meurt plus de mal manger aujourd'hui en France. Et là, la jeunesse, on a aussi une question d'éducation à mener sur ces sujets-là, en tout cas de sensibilisation sur les addictions, sur l'alimentation et d'accompagnement sur de nouvelles pratiques alimentaires qui peuvent, dans les lycées, contribuer à ça. Puis je crois qu'il y a, pour retisser aussi des liens avec la question de la démocratie et de la prise de décision, ça se pose aussi dans les lycées. Et dans les lycées, c'est donner des budgets participatifs pour que les jeunes prennent en main des projets pédagogiques, puissent créer, s'approprier des sujets, les proposer, créer des épiceries solidaires s'ils le veulent, monter des jardins partagés. On va financer des projets étudiants qui vont permettre un peu de changer le rapport à la transition écologique, en tout cas de l'exercer dans les espaces qui leur sont donnés à vivre au plus près de chez eux. J'espère que j'ai répondu à ta question. Hugo, c'est une bonne réponse. tu votes en Auvergne-Rhône-Alpes, Hugo? Comment? Est-ce que tu votes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes? Ah bah j'ai pas cette chance, non. Moi je vais voter en région Centre-Val de Loire. Ah bah écoute, tu as quand même un très bon candidat écologiste, Charles Fournier, qui a fait un magnifique travail en tant que vice-président à la démocratie en région Centre-Val de Loire. Donc c'est tout à fait remarquable, c'est un très bon candidat. Et qui a apporté une très belle campagne aussi axée sur la démocratie, Charles, avec une équipe qui a mis vraiment en place des process d'intelligence collective, etc. pour travailler. Oui, il a fait un travail remarquable. J'ai suivi ça. Je crois que là, on l'a vu depuis une heure, on est vraiment un tournant pour créer du lien entre les institutions politiques ou même faire rentrer des militants dans les institutions politiques, des gens qui ont des idées, ont un savoir pour répondre à cette urgence climatique. Il y a un problème, tu l'as dit tout à l'heure Hugo, de sensibilisation sur comment on embarque tout le monde. Il y a un problème médiatique aussi où les médias mainstream ne jouent pas suffisamment leur rôle dans la sensibilisation des problèmes d'intérêt collectif. Ça, c'est un réel problème. On le voit ici en région Auvergne-Rhône-Alpes. On le voit aussi à la présidentielle. On voit dans toutes ces élections que la problématique de sensibiliser par le média est parfois compliquée. On le voit ici, Fabienne, c'est parfois compliqué de faire passer nos messages. C'est pas que les messages n'existent pas, c'est que parfois la petite phrase, la petite polémique, intéresse plus l'espace médiatique plutôt que le vrai projet. Et ça, c'est très, très difficile de lutter contre ce système. C'est vrai. Je crois qu'il y a un vrai enjeu là à poser sur l'indépendance de la presse. C'est déjà un premier point. Et là, probablement, on aura un vrai travail à faire quand on va arriver à la région pour accompagner aussi ces médias indépendants, faire de la pédagogie, travailler aussi sur les structures d'éducation populaire et puis faire de la pédagogie, expliquer, communiquer, évaluer aussi. Parce que c'est vrai que c'est un sujet auquel je m'intéresse aussi en tant que conseillère municipale à l'évaluation des politiques publiques à Annecy. En fait,
les gens ne voient plus ce que ça va changer dans leur vie, la politique. Parce qu'on s'est déconnecté, ça ne se passe pas chez eux, ça se passe dans l'Europe et on ne voit pas bien ce que ça va changer dans la vie. Je crois qu'on a un vrai rôle à expliquer pourquoi on fait des politiques, c'est quoi les objectifs, ça a quoi comme résultat, et si ça ne donne pas de résultat, si ça n'a pas d'effet, comment on réoriente? Ben, ça nécessite d'avoir un peu de courage politique et puis de se dire que si ça ne marche pas, ben, au bout de 6 ans, il faut qu'on change les choses. Et c'est vrai que tous les élus politiques essayent de se dire il faut que je me fasse réélire, alors il ne faut pas trop que je dise que ça n'a pas marché. Et on ne tolère pas le droit à l'erreur. On est dans une logique aussi de marketing politique où chacun achète celui qui fait les plus belles promesses. En fait, on devrait acheter celui qui se sent redevable, celui qui est le plus transparent sur ce qu'il fait et celui dont on comprend l'effet de ses politiques. Parce que on le voit, et je le vois bien aujourd'hui en tant que conseillère régionale, ce qu'on prime aujourd'hui, c'est le clientélisme. Et on est tous bénéficiaires quelque part d'une petite prime de 750 € par-ci, d'un achat d'un ordinateur à 2 mois des élections, porté par Laurent Wauquiez, d'un petit minibus pour un club sportif. Petit à petit, puis ça fait des milliers et des milliers de dossiers pour avoir des clients qui vont voter pour vous. Mais en final, ça va changer quoi sur la vie des gens? Probablement pas grand-chose, et ça va surtout ne pas avoir un effet de levier. Ben ça, il faut l'expliquer, il faut avoir le courage de dire on ne va plus faire ça parce que ça n'a pas d'effet sur la politique. Mais il y a un vrai travail d'explication et ça, il nous faut des médias pour le faire, il nous faut de la presse, il nous faut des réseaux sociaux pour communiquer d'une autre manière et aller au plus près des habitants. C'est aussi le rôle des élus de faire ce travail-là. Et on voit que le clientélisme a de bons jours devant lui, en tout cas jusqu'aux élections régionales avec Laurent Wauquiez, qui, selon une enquête de Mediapart, n'a cessé de distribuer, surtout depuis à l'abord de ces élections, n'a cessé de distribuer beaucoup de subventions, mais seulement à ses copains. Parce que si on n'est pas copain, on n'a pas de subvention. Voilà comment ça marche avec Laurent Wauquiez. Avant de se quitter, Hugo et Fabienne, vu qu'on parlait de pédagogie, et ben justement, on a construit une petite vidéo pour vous expliquer à quoi ça sert d'aller voter pour les régionales, à quoi ça sert une région, quel est le pouvoir d'une région. Regardez, puis on se dit au revoir juste après. Rien d'autre. Du coup, je peux voter pour toi et pour un autre copain. Ah, ok. Tu sais qu'il y a des... tu sais qu'il y a des élections bientôt. Tu parles de la présidentielle? Non, ça c'est l'année prochaine, en 2022. En juin, dans quelques semaines, on vote pour les élections régionales. Ah bon? Je savais pas. Mais à quoi ça sert de voter pour la région? En fait, la région, elle agit dans plein de domaines importants. Ce qu'on connaît le plus, c'est souvent les lycées ou le tourisme. Mais il y a aussi les transports. La région peut choisir de développer le train ou d'autres transports collectifs, de les rendre gratuits ou moins chers, plus fréquents, pour prendre la voiture moins souvent et moins polluer. Ok. Ça nous concerne pas mal en fait. Mais bon, je sais pas trop si je vais aller voter. Attends, j'ai pas fini. La région peut soutenir les entreprises qui polluent moins ou donner des aides. Des aides à celles qui embauchent les jeunes, par exemple? Oui, c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est clair. Ça pourrait m'aider à trouver un travail plus facilement, du coup. Tu crois que la région pourrait orienter la formation professionnelle vers les nouveaux emplois? Et aider la culture aussi, qui en a bien besoin. Oui, et puis la région, c'est la santé et l'alimentation aussi. Tu sais, l'agricultrice qu'on avait rencontrée, la région pourrait l'aider à se développer, à trouver de nouveaux marchés, les repas des lycées par exemple, que tout le monde puisse manger mieux, bio et local. Ah ouais, tu veux dire pour qu'il y ait moins de pesticides, une nourriture de qualité, faite par des agriculteurs près de chez nous. Oui, tout ça, c'est la région qui décide. Et comme le gouvernement n'agit vraiment pas assez pour l'écologie, la solidarité ou la jeunesse, c'est au niveau des régions que les choses peuvent changer. Ok. Et c'est quand le vote déjà? Et il faut faire comment? Les 20 et 27 juin, 2 dimanches qui se suivent. Il faut juste vérifier que tu es bien inscrit sur les listes électorales. Sinon, tu ne pourras pas voter. Je sais pas trop comment faire, à vrai dire. Vraiment, ça n'a rien de compliqué et c'est rapide. Tu vas sur service-public.fr, tu rentres quelques infos et tu as ta réponse en quelques secondes.
Par contre, si tu n'es pas inscrit, tu peux le faire avant le 14 mai. Donc il faut te dépêcher. Tu peux aussi te réinscrire en allant à la mairie avec ta carte d'identité et un justificatif de domicile. Et si ce week-end-là, t'as déjà quelque chose de prévu, tu peux aussi me faire une procuration. Et je peux même en prendre une seconde pour quelqu'un d'autre. Du coup, je peux voter pour toi et pour un autre copain. Ah, ok. Un autre copain. Quel autre copain? On ne C'est m'entend bon. plus. Si, on m'entend? Si, Ah, je disais, si, ça Hugo, y est. on parlait de pédagogie, on était en plein dans la pédagogie. Là, elle est pas mal, cette petite vidéo. Ah, elle est géniale, hein. Elle est très très claire et en plus ça envoie des petits SMS et tout. Bravo à la personne qui a fait la vidéo. Ah, super. Voter, aller voter, c'est être acteur du changement. Fabienne Grébert était donc avec nous ce soir, tête de liste de tous ceux qui veulent du changement dans cette région pour une région plus écologiste, avec plus de démocratie, et puis pour qu'on fasse corps ensemble pour résoudre cette crise et surtout aller vers des jours bien meilleurs. Et Hugo Viel, qui bien sûr est un des acolytes de Camille Etienne dans On est prêt, Graines du possible, etc., etc. Merci beaucoup Hugo d'avoir été avec nous. Merci à Camille qui nous a quittés il y a Merci, quelques instants. Hugo. C'était très sympa de discuter avec toi, de nous avoir accordé cette heure en ce mercredi soir. Merci beaucoup Hugo. Et Fabienne, on Avec se retrouve Merci, Guillaume. c'est sûr, très bientôt pour de nouveaux événements. D'ici là, portez-vous bien. On va bien sûr couper cette vidéo d'1 heure pour essayer de la diffuser au maximum. Si vous avez été avec nous, partagez-la. C'est aussi faire campagne à nos côtés pour avoir une autre région aux côtés de Fabienne Grébert et de tous ceux et de toutes celles qui s'engagent. Passez une belle soirée. Merci à tout le monde qui était dans l'ombre derrière avec Gauthier notamment, Marie, Laura, etc., etc. On vous embrasse. À bientôt. Belle soirée. Prenez soin de vous. Salut. Bon courage, Hugo. Merci beaucoup.